La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Julie, Ce matin, c'est une de vos... Oui. Courage Julie. On va y aller quand même ce matin, une de vos journaux. Mais le terrorisme a frappé hier et frappe encore aujourd'hui. Le Monde, Charlie sur la piste des commanditaires. Le Figaro, attentat quasi sûr en Égypte. Daesh franchit un nouveau seuil. Et pendant ce temps, aujourd'hui en France, s'intéresse au vieux casse-tête de la mixité sociale à l'école. En finir avec les collèges ghettos. L'enquête sur l'Airbus russe qui a explosé en Égypte. Oui, et le Figaro revient en détail dessus, mais le journal nous décrit surtout l'Égypte, les hôtels de Sharm el-Sheikh, dont quelques familles se partagent le contrôle. À côté, il n'y a pas de bus, pas d'hôpitaux, peu d'écoles, pas d'eau courante et encore moins de travail. Mais le tourisme de masse s'embarrasse peu de ce genre de considérations. Alors il faut lire dans l'Opinion l'interview d'Antoine Sfer racontant comment la reprise en main par le général al-Sisi n'a pas permis de compenser le démantèlement des services de renseignements égyptiens par l'ancien président Morsi issu des frères musulmans. Comme le résume l'historien, l'Égypte est relativement seule, boudée par l'Union européenne. La France a longtemps considéré le président Sisi comme un putschiste, dit-il, jusqu'au jour où il a acheté des Rafales. D'un seul coup, il est devenu plus fréquentable. Mais, nous dit Antoine Sfer, on n'instaure pas la démocratie d'un seul coup face à une population issue d'une civilisation clanique, tribale, familiale et qui a besoin d'un chef. Et oui, la démocratie prend du temps et dans l'intervalle, la naïveté est en général très dangereuse. Dans un mois, à cette heure-ci, Natacha, nous commenterons les résultats du premier tour des régionales. Mais oui, et la grosse colère de Manuel Valls hier sur cette antenne n'est pas passée inaperçue. À vrai dire, elle déclenche quelques sarcasmes. Pour Manuel Valls, raille Sébastien Lacroix dans l'Union, ce serait un drame si le FN gagnait une région. Et pour éviter ce drame, notre Premier ministre appelle la droite à prendre ses responsabilités. Les politiques, et Valls tout particulièrement, adorent appeler ceux qui ne sont pas d'accord avec eux à prendre leurs responsabilités. Sous-entendu, à cesser d'être des irresponsables et à changer d'avis pour se ranger aux leurs. Bon, d'autant que les Français, en fait, ne semblent pas traumatisés à l'idée que le FN emporte une région. Un sondage publié par le Figaro, dont vous parliez sur cette antenne, nous explique qu'ils sont 52% à ne pas trouver cette idée gênante. Mais comme les journalistes adorent se faire peur, Lacroix annonce même à sa une que le FN est donné en tête dans 4 régions. On augmente. Le Monde nous raconte aussi le cauchemar de cette campagne dans laquelle les élus socialistes et républicains se sentent totalement impuissants. Philippe Gosselin, élu LR de la Manche, résume: on essaie de faire campagne, on tracte sur les marchés, mais il n'y a pas de retour, c'est comme si on pissait dans un violon. Une des explications se trouve d'ailleurs sous la plume de Raymond Courreau dans l'Alsace qui constate avec un brin d'ironie: Manuel Valls a reconnu que les contribuables étaient à cran. Le mot est bien choisi puisqu'ils ont ajouté quelques crans à leur ceinture depuis l'élection de François Hollande. Mais il reste toujours, nous dit le sondage du Figaro, 12% de Français qui ont l'intention au régional d'exprimer leur soutien au gouvernement. Vous nous parlez de l'inutilité des hommes. Ça ne va pas être vrai. Mais oui, le titre de cette chronique économique du Figaro intrigue. Les damnés de la Terre, ce sont aujourd'hui les hommes inutiles. Jean-Pierre Robin part d'un extrait du discours de la méthode de Descartes. C'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. Une introduction aux réflexions d'un économiste sur l'idée que nombreux sont aujourd'hui les hommes superflus, inexploitables, exclus, rejetés dans des trappes. L'inutilité, dit-il, c'est l'horreur absolue. Pire, les inutiles représentent un coût économique pour les autres. Jean-Pierre Robin nous explique que ces différentes catégories d'inutiles, les chômeurs de longue durée, les travailleurs pauvres ou bien ces paysans des pays émergents vivant en quasi-autarcie et dont le seul horizon est de survivre ainsi jusqu'à la fin de leur jour ou de rejoindre l'inutilité urbaine, tous ces hommes subissent la pire des inégalités. Oui, un petit paysan est inutile. Donc on lit cet article et on comprend tout à coup le vice profond de la pensée libérale irritée du XVIIe siècle qui ne lit le monde qu'à l'aune du concept d'utilité. Une pensée anti-utilitariste comme celle des philosophes Alain Caillé, Jean-Claude Michéa apparaît alors comme un acte de résistance. Il y a les hommes inutiles et les génies. Mais oui, la revue Books s'interroge sur cette question légèrement iconoclaste. Y a-t-il un gène du génie ? On trouve par exemple cet article d'une journaliste américaine indignée contre un scientifique prétendant que les aptitudes intellectuelles seraient génétiques, n'auraient rien à voir avec l'investissement des parents ou de l'école, et qui finit en fait au terme de son article par se laisser convaincre par le dit scientifique. Mais la question est plus complexe. Génétique ou non, nous dit un autre article, l'esprit démocratique semble nous interdire de penser le génie. Nous avons tous du génie en nous, prétend l'époque, qui pourtant ne se prive pas d'éjecter les inutiles. Mais en renonçant
à reconnaître l'homme d'exception, nous dit l'article. Les intellectuels ne sont parvenus qu'à laisser Serena Williams détrôner Shakespeare. On part à New York tout de suite. Oui, on s'interroge sur le respect des spécificités culturelles. Alors il faut lire la page du Monde consacrée à ces juifs new-yorkais ultra-orthodoxes, chez qui il est interdit d'adresser la parole à un membre du sexe opposé, chez qui les mariages sont totalement arrangés, chez qui une jeune fille qui veut poursuivre des études est menacée par ses parents d'être envoyée en clinique psychiatrique. Les rares qui se sentent totalement étouffés sont bannis par leur famille et doivent se reconstruire dans la solitude et dans la déchirure. Le communautarisme, c'est ça. Il aura fallu attendre la fin pour s'attaquer au vrai problème, Natacha. Mais oui, le vrai problème. Le journal 20 minutes nous apprend les protestations solennelles du rappeur Youssoupha contre une nuisance intolérable. Il vit à Créteil, au 5e étage d'un immeuble, et le projecteur de la Tour Eiffel vient frapper sa fenêtre toutes les nuits comme la lueur d'un phare breton. Alors il réclame qu'on respecte les horaires de travail. Il rajoute même un mot que je ne prononcerai pas ici. L'info, c'est donc que Youssoupha, le rappeur, est un bonnet de nuit. Il se couche à la même heure que nous. C'est bien, mais il faut au moins ça pour détrôner Shakespeare au rang des grands génies de l'humanité. Bon, allez, faites-vous pardonner, envoyez-lui des rideaux opaques, s'il vous plaît, Natacha Polony, qu'on retrouve demain à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1. À demain. À demain.